Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. 50 combattants pro-Kadhafi libérés des prisons de Misrata en Libye. Une avancée de plus après l'accord de paix signé au Maroc. Un accord qui prévoit la création d'un gouvernement d'union nationale mais qui n'a pas été signé par toutes les parties prenantes au conflit. Et puis crise au Burundi, le président ougandais Yoweri Museveni est en visite dans le pays ce mardi. En sa qualité de médiateur, il espère amorcer de nouvelles discussions autour du report de l'élection présidentielle prévue, nous le rappelons, le 21 juillet. Et Addis Abeba, la capitale éthiopienne, accueille depuis ce lundi 13 juillet jusqu'au 16 juillet la troisième conférence internationale sur le financement du développement. Au cours de cette conférence, les participants se pencheront sur les moyens nécessaires pour éradiquer la pauvreté afin de réduire les inégalités. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres, ce 13 juillet, la Cour d'appel a confirmé la compétence du tribunal correctionnel de Niamey pour juger l'affaire du trafic des bébés nigérians dans laquelle est accusé l'ancien président de l'Assemblée nationale nigérienne Hama Amadou, actuellement en exil. La Cour a par ailleurs rejeté la demande de la levée du mandat d'arrêt qui pesait contre lui. Dans ce dossier, Hama Amadou est poursuivi avec sa femme pour supposition d'enfant. Il a toujours clamé son innocence et refuse de se soumettre au test ADN. C'est peut-être le début de la réconciliation nationale en Libye après l'accord de paix signé sous l'égide des Nations Unies. 50 ex-combattants pro-Kadhafi ont été libérés d'une prison de Misrata ce samedi 11 juillet. Ces hommes ont passé les 4 dernières années derrière les barreaux. Emmanuel Milimono. Un pas vers la réconciliation nationale en Libye. Samedi 11 juillet 2015, des ex-combattants pro-Kadhafi ont été libérés d'une prison de Misrata par le gouvernement basé à Tripoli. Au cours d'une conférence de presse, le premier ministre du Parlement basé dans la capitale libyenne a annoncé que cet acte est un signe que le pays est sur la voie de la démocratie et de la réconciliation. Le gouvernement de salut national consolide les principes de la démocratie et du droit dans ce pays. Avec l'ancien régime, nous n'avions jamais vu de telle libération de prisonniers. C'est la troisième relaxe du genre de l'établissement de correction Yawiwa Misrata en 2015. Depuis janvier, environ 170 prisonniers ont été libérés, tandis que 430 autres y sont toujours détenus. La majorité d'entre eux attendent encore leur procès. Pour les prisonniers libérés et leurs familles, le 11 juillet 2015 a marqué la fin de 4 longues années d'attente. L'espoir n'était presque plus permis de revoir leurs proches après de 6 longues années de détention. Je suis sorti et maintenant je vais voir ma famille, mes enfants et ma mère. Je remercie Dieu. Que Dieu nous ramène tous ceux qui sont toujours portés disparus et assure la libération de tous les prisonniers. Nous prions pour que la tendresse et la compassion reviennent dans nos cœurs et que nous puissions être de nouveau unifiés. Des négociations sous l'égide des Nations Unies sont en cours afin de mettre fin au combat qui oppose les factions alliées du gouvernement à des rebelles pro-Kadhafi. Un préaccord a déjà été trouvé sur le partage du pouvoir entre les deux parties. Moussa Dadis Camara a de nouveau été entendu ce lundi par la justice guinéenne durant ses 9 heures d'interrogatoire, tout en rejetant les 3 chefs d'inculpation retenus contre lui. L'ex-chef de la junte militaire a reconnu sa responsabilité morale en sa qualité de chef des armées dans le massacre d'opposants dans un stade de Conakry. C'était le 28 septembre 2009. Selon son avocat, Moussa Dadis Camara, actuellement au Burkina Faso, se dit prêt à se rendre en Guinée pour répondre de tous les faits dont il est accusé, si la justice guinéenne lui en fait la demande. Au Burundi, le président ougandais et nouveau médiateur de la crise, Yoweri Museveni, est attendu à Bujumbura ce mardi, à tout juste une semaine des élections présidentielles. Son objectif principal étant de convaincre les autorités de repousser ce scrutin afin de régler le conflit qui oppose toujours le pouvoir et l'opposition. Arwa Barkala. Une visite de 24 heures pour désamorcer le conflit au Burundi. C'est la mission de médiateur confiée au président ougandais Yoweri Museveni lors du dernier sommet de la communauté est-africaine à Dar es Salaam le 6 juillet 2015. Le parti au pouvoir s'est félicité de l'initiative. De son côté, l'opposition s'apprête à rencontrer le président ougandais, dont elle semble beaucoup attendre dans le dénouement de la crise. Nous allons l'écouter et nous allons lui présenter la situation qui prévaut dans ce pays. Et nous allons également lui présenter notre position. Nous attendons beaucoup de Museveni, non pas en tant que facilitateur, mais comme garant de l'accord d'Arusha
puisque c'est lui qui était président de l'initiative régionale pour la négociation de cet accord. L'opposition juge néanmoins la décision du sommet de Dar es Salaam avantageuse pour le président Pierre Nkurunziza. D'autre part, le président Yoweri Museveni est réputé favorable au parti au pouvoir. La question qui se pose pour le président Museveni, d'abord, Museveni est proche du président Kagame, Kagame qui est opposé à ce troisième mandat du président Nkurunziza. Et en même temps, Museveni va postuler pour un énième mandat. Et donc, il est aussi contesté chez lui pour ce troisième mandat. Les conseils qu'il va prodiguer, il ne pourra pas se les appliquer lui-même en Ouganda. Donc, il se trouve dans une position inconfortable. Et aussi, on doit savoir que le président Museveni, à un certain moment, il avait aidé les gens du CNDD, le pouvoir de Nkurunziza. Il est clair que le président ougandais s'apprête à rendre à Bujumbura laisse peu d'espoir quant à une sortie de crise. Le président médiateur Yoweri Museveni s'est donné comme objectif majeur de repousser les élections présidentielles du 21 juillet prochain au 29 juillet 2015, histoire de faire gagner quelques jours supplémentaires au processus de médiation. Et troisième conférence internationale sur le financement du développement. L'événement s'est ouvert ce lundi matin à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Ce rendez-vous ambitionne d'explorer les différentes pistes visant à mobiliser les financements pour réduire l'extrême pauvreté, et ce d'ici à 2030. Jusqu'à jeudi, la capitale éthiopienne devrait donc accueillir une trentaine de chefs d'État et de gouvernements africains, mais aussi les plus hauts représentants des Nations Unies. Lizelsi Akizemana. La troisième conférence internationale sur le financement du développement a débuté ce lundi 13 juillet à Addis Abeba en Éthiopie. Des milliers de délégués, des centaines de ministres et chefs d'État des pays donateurs et en développement réfléchissent ensemble afin de trouver les meilleures stratégies pour une éradication durable de la pauvreté dans le monde. J'exhorte les dirigeants mondiaux et les ministres réunis ici cette semaine à faire preuve de flexibilité et de sens du compromis. Laissons de côté ce qui nous divise et nos intérêts particuliers pour travailler ensemble au bien-être commun de l'humanité. Le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn a invité les pays développés à consacrer au moins 50% de leur aide publique au développement aux pays qui en ont le plus besoin. Mais les experts au développement restent convaincus que la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, surtout en Afrique, est de privilégier des pistes internes au pays. Les pays africains doivent d'abord compter sur eux-mêmes pour trouver des ressources internes. Et pour trouver des ressources internes, il faut trois choses. D'abord, mettre en place un bon cadre macroéconomique qui fasse en sorte que la gestion budgétaire soit saine. Ensuite, améliorer la collecte des recettes internes, les taxes, les impôts et autres. Et faire une bonne qualité de dépenses pour que réellement les dépenses soient dirigées dans les secteurs les plus d'impact. Et si c'est compliqué ça, c'est mobiliser aussi l'investissement privé interne. Par rapport à d'autres continents, l'Afrique compte énormément de richesses du sous-sol, des atouts que les pays peuvent utiliser afin d'éradiquer la pauvreté. Nous avons des pays aussi riches, comme le Gabon, qui ont des ressources du sol et du sous-sol. Mais nous recevons beaucoup d'argent. Nous avons des multinationales étrangères qui sont là-bas, qui travaillent. Certes, nous avons le discours qui dit souvent qu'ils exploitent nos États. Mais ces multinationales de l'argent, est-ce que cet argent est injecté pour le développement, pour endiguer les inégalités? Je dirais non, pas totalement. Donc, pour endiguer les inégalités, il faudrait que l'argent qui sort de nos ressources, cet argent doit être injecté dans les projets de développement. La troisième conférence internationale sur le financement de développement intervient après celle de 2002 à Monterrey au Mexique et celle de 2008 à Doha au Qatar. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.